Bonsoir, les résumés des événements les plus marquants d'aujourd'hui. Dans l'affaire de disparition des 50 millions de dollars ce matin en cours, la session s'est déroulée autour de la préparation de la défense pour les accusés et d'autres demandes en relation avec la préparation de leur défense. Le chef juge de la Cour suprême, Ronnie Govinden, a ordonné que la commission anticorruption mette à la disposition des 4 accusés un ordinateur portable qui leur permettra de préparer leur défense. Ils n'auront pas d'accès au Wi-Fi. Le couple Valabji a aussi demandé de la Cour la possibilité de se rencontrer pour préparer leur défense ensemble. La Cour leur en a accordé. L'heure et le lieu seront déterminés par l'autorité de détention. Cette demande a été formulée par Mme Valabji, qui se faisait représenter par elle-même, et M. Valabji était représenté par M. Bonté. Sur demande de l'avocat du comité anticorruption Tony Juliette, M. et Mme Valabji et Leslie Benoiton resteront en détention pour encore 14 jours. Mme René reste également en détention vu qu'elle n'a pas encore respecté les exigences de ses cautions. Les conditions de caution pour M. Lustolalan ne changent pas, sauf que désormais, il se rapportera au commissariat chaque semaine au lieu de tous les jours. Les conditions de caution restent les mêmes pour les Canaires. Tous les 6 accusés comparaîtront de nouveau le 18 février 2022. Ils doivent plaider d'ici le mois prochain. Une date provisoire sera proposée par la commission anticorruption. Quant au 7e suspect appréhendé pour les 50 millions de dollars et contrôleur financier au Seychelles Marketing Board à l'époque de M. Valabji, il a été libéré suivant requête par la commission anticorruption pendant qu'une enquête se poursuit. La 8e suspecte, une autre responsable dans une compagnie appartenant à M. Valabji, elle reste en détention en relation avec la disparition des 50 millions de dollars et elle comparaîtra le 7 février 2022. Dans le cas de la possession illégale d'armes, les suspects comparaîtront le 11 février 2022. Deuxième journée d'audience au procès des Baptistes devant la Cour suprême. Après l'énoncé des charges retenues par l'accusation hier, la Cour s'est concentrée aujourd'hui sur le début de l'établissement des faits entourant la mort d'Emmanuel Badibanga. Compte rendu d'audience avec Mathieu Honnet. Un visage stressé et des larmes face aux photos du corps sans vie de celle qui était sa compagne. Thomas de Baptiste aura vécu de manière éprouvante la deuxième journée de son procès pour meurtre devant la Cour suprême. Entré dans le vif du sujet dès ses premières minutes avec l'audition du médecin qui a constaté au soir du 27 avril dernier le décès d'Emmanuel Badibanga, l'audience est restée aujourd'hui concentrée sur l'établissement des faits, avec le passage en revue des photographies parfois très dures prises sur la scène de crime par la police scientifique. Dans la salle, la présence de l'oncle de la victime comme de l'avocat français de l'accusé rappelle le caractère séchello-français de cette affaire, mais l'heure des batailles d'experts n'est pas encore venue. Entamé dans l'après-midi, le visionnage et l'analyse une à une des 251 photographies prises sur les lieux du drame se poursuivra lundi matin et précédera sûrement de peu l'audition très attendue du médecin légiste séchellois dont le rapport avait conclu un meurtre par strangulation caché a posteriori par une pendaison. Le président de la République, Waverly Callaghan, prononcera son message sur l'état de la nation le mardi 22 février à 17h. Cette adresse marquera le début des travaux de l'Assemblée nationale de cette année et elle est conforme à l'article 65 de la Constitution qui stipule qu'au seuil de chaque année, le président formule son message sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale. La famille, les amis et tous ceux qui l'ont connu ont dit cet après-midi adieu à l'ancien vice-président Joseph Belmont. Le service funèbre a eu lieu en la cathédrale de l'Immaculée Conception et présidé par le chancelier du diocèse de Port-Victoria, le père Edwin Mathiote, ami proche du défunt. L'évêque Alain Harel et d'autres membres du clergé étaient aussi présents. À l'arrivée à la cathédrale, le cercueil de M. Belmont a été reçu par des gardes d'honneur. Le vice-président Ahmed Afif représentait le gouvernement à la cérémonie et l'ex-président Danifort et les collègues ministres de M. Belmont y étaient également présents. L'ancien vice-président a rendu son âme à Dieu le vendredi 28 janvier à l'âge de 74 ans. Son corps a été inhumé au cimetière de Montfleury dans le tombeau de son beau-père.
M. Belmont a été qualifié comme d'humble, modeste et calme. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.